Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. C'est bon. Vas-y. On va attendre 30 petites secondes que les gens puissent se connecter. Bienvenue dans cet atelier efficacité énergétique, transition énergétique de Climate Change. Donc, bonjour, bienvenue, merci d'être nombreux un vendredi après-midi. Donc, je suis Romain Crouzet, directeur des programmes de l'association Climate Change. Vous êtes dans l'atelier de la coalition énergie animée par Climate Change. J'en profite pour remercier les membres de cette coalition, principalement ses copilotes et surtout ceux qui se sont impliqués dans la co-organisation, la préparation de cette session d'aujourd'hui, le GRS, WECF, Valorem, le pôle Médée. Donc, merci à tous qui êtes là et qui avez permis d'organiser cette session. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour du sommet Climate Change Afrique 2021, qui pour la première fois de notre histoire est complètement virtuel. Nous devions nous retrouver à Dakar ces jours-ci, mais les conditions sanitaires nous ont poussés à annuler l'événement présentiel, à le repousser à l'année prochaine, mais on voulait quand même maintenir une mobilisation virtuelle de notre communauté sur les dates qu'on avait prévues. Espérons que nous pourrons, que ce moment virtuel apporte quand même certains bénéfices et qu'on puisse se retrouver en vrai bientôt. Donc l'idée des ateliers des sommets Climate Change, c'est vraiment de réunir les acteurs des coalitions, une dizaine de coalitions que nous animons, de partager des bonnes pratiques, mais aussi d'essayer d'avancer, de faire avancer ces coalitions, parce que ces coalitions, ça fait, certains d'entre vous le savent, ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'on essaie de les structurer. Certaines avancent plus que d'autres. Il y a des coalitions qui ont vraiment abouti à des choses très intéressantes. Par exemple, la structuration de politiques, notamment avec la coalition mobilité sur des pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. On a vraiment réussi avec ces coalitions à influencer sur des stratégies nationales de mobilité durable, sur l'élaboration en tout cas de ces stratégies. Et donc, cette coalition énergie, notre souhait, c'est d'arriver à ce qu'elle aboutisse aussi à des projets plus concrets, qui aient un impact plus concret que celui qui est déjà très intéressant, du partage de bonnes pratiques, de mise en réseau des acteurs qui sont impliqués dans plusieurs pays, notamment du continent africain. Donc, lors de l'atelier d'aujourd'hui, nous donnerons la parole aux copilotes de cette coalition, représentée par Grégoire Gailly du GRS, Anne Barr, qui nous a fait le plaisir de sa présence dans nos locaux du WECF. Nous aurons aussi deux pitchs proposés par Pierre-Olivier Vessé et Djadji Touré de Valorem, et enfin par Anaïs Asselin du pôle Médée. Et du coup, après ces présentations et ces différents pitchs, ce sera à vous de prendre la parole, de vous impliquer, vous participants, car nous prévoyons des groupes de travail sur deux thématiques très importantes. Donc, on vous séparera en deux groupes virtuellement. Et du coup, on vous expliquera cela par la suite. Et du coup, c'est pour ça que je passe la parole à Grégoire, pardon. Et merci encore, Grégoire, pour ton aide sur cette animation. Bonjour à tous. Merci de me passer la parole. Merci Romain, Eva et les autres co-organisateurs. Donc, peut-être juste me présenter. Je m'appelle Grégoire Gailly, je travaille au GRS. Donc, GRS est une ONG qui travaille depuis plus de 40 ans sur la transition énergétique. Et moi-même, je m'occupe d'un programme de changement d'échelle sur ce qu'on appelle les zones d'activité électrifiée. Vous en voyez une juste derrière moi en fond d'écran.
Donc, on est en Afrique de l'Ouest en particulier, assez engagé depuis 15 ans sur les questions d'accès à l'énergie et à l'électricité pour les petites entreprises rurales. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu plusieurs ateliers où on a présenté cette expérience. Vous pouvez retrouver des éléments dans le pitch numéro 33 ou alors dans les archives de Climate Change sur le site Internet. On a beaucoup travaillé sur les productifs, mais on travaille aussi beaucoup sur la question du renforcement des acteurs locaux et de l'appui aux collectivités locales. Et on a notamment des expériences de diagnostic énergie-climat et d'accompagnement de collectivités au Bénin sur cette thématique énergie-territoire, acteurs locaux, acteurs nationaux. Et c'est pour ça qu'on avait aussi envie de participer aujourd'hui à la co-animation de cet atelier sur cette thématique des collectivités locales et des acteurs locaux qui nous tient beaucoup à cœur. Peut-être aussi dire qu'on s'implique en effet depuis Climate Change depuis sa création au niveau international, mais aussi sur Climate Change Afrique plus particulièrement depuis Abidjan, et qu'on est membre de cette coalition. Mais comme le disait Romain, on a tous des contraintes, on n'a pas forcément toujours pu être très actifs au fil de l'année, et on aimerait dépasser avec cet atelier l'étape de l'atelier ponctuel pour aller vraiment sur des dynamiques plus pérennes et plus régulières. Et donc, on espère que les discussions qu'on aura aujourd'hui et les idées qu'on va faire émerger du collectif permettront aussi d'animer des réunions au fil de l'an avant d'arriver à une rencontre, on espère, en présentiel à Dakar. Donc, voilà, on est très intéressé par la dynamique de Climate Change, de casser les silos et de réunir des acteurs de différents horizons, notamment secteur privé, mais aussi société civile, services publics et collectivités locales. Et donc, on a très envie de contribuer à faire lever les freins qu'on rencontre, notamment sur les difficultés de marier un peu et de réconcilier les politiques nationales avec les initiatives locales. Donc, je ne vais pas en dire plus puisque le but, c'est d'en parler dans les ateliers de groupe. Mais je suis très content de pouvoir animer un de ces deux ateliers et je remercie tout le monde et notamment les participants d'être nombreux aujourd'hui. Merci Grégoire. On passe maintenant très rapidement la parole à Anne-Bar. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis membre du conseil d'administration de Climate Change et avec notre ONG Women Engage for a Common Future, nous suivons et nous nous impliquons activement dans Climate Change depuis sa naissance, donc depuis 2015. Nous sommes dans plusieurs coalitions d'acteurs et nous menons un certain nombre de projets en Afrique. Pour ma part, je coordonne le plaidoyer genre et climat pour WECF, donc je suis très engagée dans la Convention climatique et nous avons surtout un grand nombre de partenaires et de projets sur le terrain. Par exemple, un projet de transition énergétique et de fabrication locale, de montage d'une filière d'énergie solaire au Maroc. Au Sénégal, nous travaillons également sur la production locale d'équipements solaires productifs dans le secteur de la production alimentaire. Nous avons des projets aussi en Éthiopie, en Ouganda, qui sont davantage orientés sur les questions de biogaz, mais toujours dans la transition énergétique et toujours intégrant la dimension genre de manière très forte, c'est-à-dire la prise en compte des inégalités de genre existantes, mais également le renforcement de la participation des femmes dans cette transition énergétique. Je vois également parmi les participants Guillaume Babin qui dirige Universel, une des associations que nous avons primées à la COP, donc pendant la Convention climat, des solutions genre et climat. Et il s'agit de mettre en valeur justement des solutions climatiques portées par les femmes et intégrant la dimension genre. Donc aujourd'hui, pourquoi je suis présente et d'ailleurs ravie d'être ici dans les locaux de Climate Change à Paris, c'est parce que nous voyons un grand potentiel dans cette transition énergétique et nous voulons vraiment que cette dynamique aboutisse à des projets concrets, à la possibilité que les acteurs locaux influent sur les politiques climatiques de leur pays. Et donc, nous souhaitons vraiment que les projets que tous les membres de cette coalition mènent puissent conduire à des synergies qui nous permettront de mettre tout ça vraiment en valeur et dans le concret.
Je dirais encore une dernière chose. Pour nous, donc, l'intégration de la dimension genre dans cette transition énergétique est vraiment fondamentale, justement parce qu'il y a un potentiel énorme de l'entrepreneuriat féminin et de la transition de cet entrepreneuriat féminin dans l'ensemble des pays africains. Les femmes sont aussi très souvent en charge de trouver l'énergie et de fournir l'énergie pour leur foyer. Mais il y a encore d'énormes blocages pour que cette action puisse se faire, qu'elle puisse être porteuse de solutions. Et donc, à l'échelle locale, pour nous, c'est un enjeu fondamental et c'est un des leviers de l'accélération de l'action climatique. Donc, je suis heureuse de pouvoir animer un des groupes. Nous aborderons ce sujet-là, mais bien sûr, dans le cadre de l'ensemble des enjeux de la collaboration entre les différents acteurs à l'échelle locale. Voilà, merci. Je passe maintenant la parole à Eva, à nouveau, voilà, qui va redistribuer. Oui, merci beaucoup, Anne. Et on va justement profiter de quelques minutes maintenant pour mettre en valeur deux projets qu'on a repérés via l'appel à contribution de 2021 qui a été lancé pour le sommet Climate Change Afrique. Donc deux projets qui ont été choisis pour leur réplicabilité et vous allez voir parce qu'on va tout de suite commencer par diffuser la vidéo de Cryosolar avant justement de donner la parole à ces deux porteurs de projets. Donc je fais ça tout de suite. Non, c'est ça. Ça y est, c'était lancé? Oui, j'avais oublié de mettre le son. D'accord. Voilà. Bonjour à tous, je suis Pierre-Olivier Vessé, chef de projet chez Valorem, en charge du développement de Cryosolar, un conteneur frigorifique solaire et autonome. Alors tout d'abord, Cryosolar, qu'est-ce que c'est? Durant la journée, le soleil La vidéo est arrêtée. Ouais, il semblerait qu'il y ait un petit souci avec la vidéo. Donc vous avez rien vu du tout? Non. Rien du tout. Ouais. 10 premières secondes. Une passante à Paris, ça doit pas être ça. C'est la bande, c'est une histoire. Bon, je peux essayer de la remettre si vous ne voyez pas, sinon on enchaîne directement. Bah, sinon, ouais, je fais la Sinon, présentation je peux en la direct. regarder depuis mon ordi. Ah, je pense pas que c'est ça le problème. Non, les gens, ils ne voient pas, en fait. Regarde ce qu'on a. On n'a rien du tout. Ça avait bien démarré, mais ça a coupé au bout de quelques secondes. Attendez, je vais juste faire stop et je vais la remettre. Oui, je pense que c'est une question de bande passante. Ah. Il n'y a pas la 5G à Paris? Bonjour à tous, je suis Pierre-Olivier Vessé, chef de projet chez Valorem, en charge du développement de Cryosolar, un conteneur frigorifique solaire et autonome. Alors tout d'abord, Cryosolar, qu'est-ce que c'est? Durant la journée, le soleil alimente les panneaux photovoltaïques. L'électricité ainsi produite alimente un onduleur permettant aux batteries lithium-ion de se recharger. Le groupe froid alimente la zone de stockage et diffuse du froid simultanément dans la chambre froide. Durant la nuit, l'échangeur alimente en froid la chambre froide et les batteries alimentent le dispositif, assurant le transfert du froid vers l'échangeur et la chambre froide. Le stockage froid assure quant à lui le fonctionnement nocturne de la chambre froide. Au lever du soleil, le groupe froid redémarre pour réalimenter le stockage froid. Après un premier pilote installé en Guadeloupe en janvier 2021, le premier cryosolar africain a été mis en service au Sénégal sur le quai de Mbour. Un troisième appareil doit être installé d'ici la fin d'année, toujours au Sénégal sur le quai de Fastboy. La prochaine étape est de généraliser l'usage des cryosolars sur les quais de pêche, mais également de diversifier les usages, que ce soit dans l'agroalimentaire dans son ensemble,
ou le secteur médical, et plus largement dans l'ensemble des secteurs nécessitant une chaîne du froid. Une diversification technique est également au programme. Elle permettra, grâce à un container uniquement dit local technique, en charge de la production et du stockage du froid, de raccorder soit à une chambre froide existante, ou bien de raccorder plusieurs chambres froides ayant des températures de consigne différentes. Retrouvez-nous sur cryosolar.fr pour plus d'informations sur cette belle innovation. Alors voilà, Pierre-Olivier, si vous voulez prendre la parole. Oui, bah super. Je ne sais pas si je vais peut-être partager mon écran. Du coup, également. Du coup, tout d'abord, merci beaucoup à Climate Change et spécifiquement aussi à Eva qui a engagé beaucoup de travail et pour nous permettre de mettre en avant du coup cette technologie qui est CryoSolar et dont on est le groupe Valorem est très fier aujourd'hui. Et comme explicité dans la vidéo, voilà, là on a un premier appareil qui tourne depuis juillet maintenant au Sénégal sur le quai de Mbour. Et du coup, pour recentrer un petit peu le débat sur ce qui nous amène aujourd'hui finalement autour de cet atelier, à savoir un petit peu la gouvernance et comment finalement le projet a pu se développer localement et quels ont été les leviers contractuels et de mise en place du projet. Juste pour le situer rapidement, en fait, l'architecture contractuelle derrière la mise en place de CryoSolar, elle est, comme je pense, elle est présentée là à l'écran, où en gros, ça s'est fait en plusieurs parties. Finalement, il y avait un contexte réglementaire déjà bien en place, où le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, donc, avec qui on a signé une convention de partenariat, eux avaient déjà en place un contrat de concession avec les communes d'implantation, donc dans notre cas, la commune de Mbour et la commune de Fasboy. Et donc, c'est ces communes qui ont ensuite des contrats de sous-concession avec les GIE des quais de pêche respectifs. Et du coup, en termes de gouvernance et finalement de déroulé opérationnel de l'installation, c'est assez intéressant de constater qu'on est sur deux cas complètement différents entre Mbour et Fasboy, à savoir que dans le cas du quai de Mbour, on a vraiment un GIE qui est vraiment finalement le dernier maillon parce que bénéficiaire final de la solution, qui a été très très actif et finalement qui nous a beaucoup aidé à mettre en place et à installer ce container. Et dans le cas de Fasboy, on se rend compte que finalement, c'est la commune qui prend un petit peu le lead sur la mise en place de l'installation et la préparation des terrains, notamment dans l'enceinte du quai de pêche. Et du coup, juste pour faire également une petite aparté, mais sur un sujet qui est très cher à Anne, concernant le genre notamment, et c'est intéressant de garder en tête que du coup les cryosolars sur ces deux quais de pêche ont vraiment vocation à être utilisés par les micro-mareyeuses qui sont du coup des communautés de femmes qui finalement gèrent le marché local des quais de pêche sur lesquels elles sont associées. Et donc c'est important de le mettre en avant également parce que c'est une dimension qui est très importante dans ce genre de projet. Et donc, je ne sais pas si Djadji a également quelques mots éventuellement à ajouter à ça. Bonjour, donc Djadji Touré, collègue de Pierre-Olivier. Tu as bien résumé, hein, Pierre-Olivier, le schéma contractuel, si on peut le dire ainsi, du projet. Et juste aussi appuyer le fait que par rapport à tout ce qui concerne les questions de genre et tout, le CryoSolar aussi, c'est une dame très dynamique qui en a la gestion au niveau du quai de pêche de Mbour. Et aussi ajouter l'utilité du CryoSolar justement pour un quai de pêche comme Mbour, mais aussi ça le sera beaucoup plus pour Fasboy, parce qu'à chaque fois, il faut partir de l'existant pour pouvoir
évaluer ce type de projet Greenfield. Donc là, si on prend typiquement le cas d'Hambourg, ils ont déjà une chambre froide existante qui fonctionne avec le réseau national d'électricité. Et du coup, nous, les retours d'expérience qu'on a eus ces derniers temps, donc le cryosolar fonctionne depuis à peu près 2 à 3 mois. Et les retours d'expérience, c'est que les produits qui sont conservés, les produits de poisson qui sont conservés dans le cryosolar sont mieux conservés que dans la chambre froide existante. Et aussi, l'innovation de cryosolar aussi, c'est que c'est un outil qui est complètement flexible, donc adapté non seulement pour des quais de pêche qui sont raccordés au réseau, mais aussi des quais de pêche qui sont aussi en mode îloté ou éloignés du réseau. Et tout ça, réside dans l'innovation qui fait que la chambre froide va fonctionner de manière tout à fait autonome, donc sans recours à des batteries électrochimiques ou à des groupes électrogènes. Ouais, je ne sais pas trop comment on est niveau timing. Mais... On est bien, s'il y a juste un dernier mot. Non, du coup, peut-être juste pour finir, voilà, là, on est au stade finalement de passage à l'échelle de la technologie et donc de mise en place de la réplicabilité de cet outil cryosolar. Et comme explicité dans la vidéo, l'objectif, c'est à terme, pourquoi pas de se focaliser sur le secteur de la pêche, mais également d'aller dans d'autres secteurs plus larges, que ce soit l'agroalimentaire ou même le sanitaire médical, par exemple, qui a ce genre de besoin en chaîne du froid, et de faire de ces démonstrateurs qui, aujourd'hui en tout cas sur le quai d'Hambourg, semblent se diriger vers un beau succès, des vitrines pour justement dynamiser maintenant le passage à l'échelle de cette technologie qu'on espère voir se développer un peu partout au Sénégal et plus largement dans toutes les zones isolées du réseau ou avec des réseaux électriques un peu défaillants ou coûteux et du coup qui permet d'avoir du froid de qualité fiable et stable, tout ça grâce à de l'énergie solaire. Et c'est important. Ok, super. Pardon, dernier mot. Non, et c'est vrai que c'est un process qui est assez long de développer ce genre de projet, et notamment toute la partie finalement relations locales, et que le renforcement de capacité et les relations et les rôles de chacun des acteurs locaux et des bénéficiaires est très important, d'où finalement l'utilité d'en débattre aujourd'hui et d'essayer de voir comment on peut essayer d'avoir les meilleurs leviers pour mettre les entreprises dans les meilleures conditions pour que ce type de projet bénéficie au plus de monde et que la manière de le développer soit le plus simple possible. Et je m'arrête là. Okay, merci beaucoup Djadji et Pierre-Olivier pour ces compléments d'information. Et en effet, je pense qu'on va en parler un peu dans les groupes de discussion qui suivent. Mais on va tout de suite passer la parole aussi à Anaïs Asselin du pôle Médée, qui a aussi contribué au Pitch Corner cette année, Pitch Corner virtuel. Donc vous allez pouvoir retrouver aussi sa vidéo dans le Pitch Corner sur le site de Climate Change, et je vais également le repartager dans le chat. Donc Anaïs, je te donne la parole, tu as 5 minutes. Merci. Merci Eva, bonjour à tous. Tout d'abord, je commencerai à mon tour par remercier Climate Change pour cette opportunité d'échanger avec vous tous aujourd'hui. Donc moi, effectivement, je dirige le pôle Médée et je vais vous présenter aujourd'hui notre projet de collaboration avec le cluster énergie et applications au Bénin, qui s'en sert effectivement vraiment dans la thématique de l'atelier de ce jour autour du renforcement des capacités des acteurs locaux de l'énergie en Afrique. Mais avant de démarrer, je vais
je pense déjà vous dire quelques mots sur le pôle Médé, parce qu'on est une structure un petit peu particulière. Donc en fait, nous, on est nés il y a une dizaine d'années maintenant de la volonté des industriels, donc des acteurs économiques et académiques du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, donc en France, on est basé à Lille, de la filière génie électrique, de se fédérer et de se rassembler. L'objectif, c'était d'avoir vraiment un espace de dialogue pour soutenir la compétitivité de la filière et soutenir les projets de R&D et d'innovation. Donc en fait, cette volonté-là, qui est née vraiment du terrain de chez nous en France, a abouti à la création d'une association qui s'appelle donc le pôle Médé aujourd'hui. Et Médé signifie maîtrise énergétique des entraînements électriques. Donc on est bien voilà, un acteur de l'énergie. Aujourd'hui, on rassemble une centaine d'adhérents et de partenaires qui vont donc, du coup, vous l'aurez compris, côté entreprise du grand groupe à la start-up, en passant par les PME innovantes. Et en face, côté académique, on a essentiellement des établissements d'enseignement supérieur et des laboratoires de recherche. Notre mission, c'est vraiment d'être la courroie de transmission. Nous, entre ces acteurs-là, on parle aussi un peu d'être les traducteurs, on va dire, parce qu'on a des acteurs qui travaillent sur les mêmes thématiques, mais qui n'ont pas la même façon de travailler et qui ont besoin souvent d'accompagnement pour comprendre les contraintes, les freins et les besoins, on va dire, de leurs interlocuteurs, qui sont parfois assez différents entre une entreprise, une start-up ou un laboratoire. Cette mission-là, elle se retrouve aussi dans nos instances de gouvernance. Nous, on est donc une association où toutes nos instances sont à parité entre acteurs académiques et industriels, ce qui fait qu'on a vraiment cette volonté d'équilibre et de collaboration, on va dire, équilibrée entre ces deux grandes typologies d'acteurs. On travaille, nous, au niveau de notre équipe opérationnelle, à accompagner le montage de projets, la recherche de financement, la recherche de partenaires pour renforcer la compétitivité de la filière en Hauts-de-France. Donc ça, c'est notre historique, mais je pense que c'est essentiel de bien le comprendre pour comprendre maintenant ce qu'on fait avec nos partenaires africains. Donc en fait, depuis 2017, avec le soutien de la région Hauts-de-France, on a décliné cette offre de service dont je vous parlais à l'instant pour le montage de projets collaboratifs avec nos homologues africains. Donc nous, en fait, notre ambition, elle a été qu'une start-up africaine puisse s'adresser à nous pour collaborer avec un laboratoire des Hauts-de-France pour fiabiliser sa solution, pour la renforcer d'un point de vue technique. En retour, l'idée, c'était qu'une entreprise qui se développe sur le marché africain puisse collaborer, par exemple, avec un acteur académique de son pays d'implantation, par exemple, pour avoir des formations qui répondent à ses besoins, pour recruter plus facilement. Donc, c'est tout l'ambition, en fait, de cette stratégie qu'on appelle l'énergie des Hauts-de-France pour l'Afrique et qui marche plutôt bien. On a aujourd'hui une trentaine de projets qui sont accompagnés, 15 qui sont déjà financés dans 12 pays différents et on compte à peu près 90 acteurs qui sont mobilisés sur l'ensemble de la dynamique, donc en Hauts-de-France et en Afrique. Donc ça, c'est le cadre et plus précisément donc, le projet que Climate Change nous propose de vous détailler un petit peu aujourd'hui, c'est celui donc, avec le Bénin, qui est né en fait d'une première mission exploratoire en 2018 sur le terrain, durant laquelle on a été à la rencontre des acteurs académiques et des entreprises locales qui nous ont partagé en fait un constat qui nous ont toutes partagé le même constat, celui d'avoir des acteurs académiques d'excellence parfois, mais qui proposent des formations qui étaient beaucoup trop déconnectées des besoins des entreprises locales, et en face des entreprises locales qui ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée qui répondent à leurs besoins, forcément, et qui vont parfois chercher du coup à recruter dans les pays voisins, voire complètement en Europe. Et en fait, ce sont les Béninois eux-mêmes qui nous ont interpellés sur le fait que le modèle même du pôle Médé, qui à l'origine était construit pour renforcer ce dialogue acteurs académiques et entreprises plutôt sur l'aspect recherche R&D, pouvait être tout à fait pertinent pour répondre à leurs problématiques sur cet aspect formation. Et donc, ensemble, on a construit justement
tout un projet qui a reçu donc, les financements aujourd'hui de la région Hauts-de-France et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui a permis la création d'un cluster béninois qui s'appelle du coup aujourd'hui le cluster énergie application. Qui est complètement autonome. Nous, on était uniquement là en soutien à la création, en partage d'expériences sur notre modèle économique, sur notre modèle de gouvernance, sur notre offre de services. Mais ce cluster béninois, il existe, il est aujourd'hui créé depuis 2019. Il est en phase, on va dire, de décollage à proprement parler. Il compte un nombre d'adhérents qui est tout à fait satisfaisant. On a déjà une trentaine d'acteurs locaux, donc à l'échelle du pays, c'est vraiment très satisfaisant. Donc ça, c'était la première phase du projet. La deuxième phase, elle a permis d'accueillir, on va dire, les membres fondateurs de ce cluster béninois en séjour d'immersion auprès du pôle Médé. Donc pendant une semaine, on les a accompagnés auprès de nos adhérents, faire des visites d'entreprise, faire des visites de laboratoire, faire des visites d'école, de façon à ce qu'on puisse vraiment s'engager dans la phase suivante qui est celle d'avoir un cadre de travail pérenne entre le pôle Médé et le cluster énergie application, parce que ce projet-là de création du cluster, c'est vraiment une première brique pour une collaboration qui se veut beaucoup plus large et ambitieuse. Et le troisième volet de ce projet qui arrive aussi, qui, on va dire, à sa fin qui arrivera à sa fin d'ici fin 2021, c'est la cartographie des compétences de l'offre de formation dans l'énergie au Bénin. Parce que c'était là aussi des constats qui avaient été faits dans notre phase d'exploration et qui est maintenant, on espère, en partie résolu grâce à ce nouvel outil. C'est que finalement, même les locaux ne savaient pas très bien qui offrait quoi comme offre de formation, quel était l'élément distinctif de telle ou telle formation par rapport à une autre. Et donc, il est essentiel de mettre les choses à plat, de le cartographier et de rendre public ce document pour ensuite qu'il puisse être challengé par rapport aux besoins des entreprises. Donc, c'est un projet donc, qui arrive maintenant, on va dire, à cette fin de première phase, mais comme je le disais, qui a vocation à durer sur le temps long. On a maintenant signé une convention de partenariat avec ce cluster-là, et l'idée, c'est vraiment de fonctionner en miroir, pour que lorsque nos adhérents en Hauts-de-France viennent nous voir avec une ambition sur le Bénin, on puisse très facilement les orienter vers le cluster et qu'ils aient ainsi une facilité d'accès à leurs homologues, que ce soit académiques ou industriels. On est là pour faire de l'échange de bonnes pratiques, pour partager des opportunités de financement, pour faciliter du coup la recherche de partenaires, comme je le disais, et puis pour donner un accès à nos plateformes technologiques aussi, notamment nous de notre côté en Hauts-de-France. On parlait aussi tout à l'heure de réplicabilité. Je pense que nous, on est un petit pôle en Hauts-de-France, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Et pour ceux que ça intéresse, ce type de démarche, on a un projet un petit peu similaire avec la Guinée, alors qui est beaucoup moins avancé, beaucoup moins mature. Les deux pays ont des écosystèmes qui sont très différents. Mais s'il y en a qui ça intéresse, il y a une vidéo qui a été réalisée également sur ce projet-là, qui est la vidéo du coup numéro 29. Et donc, on axe beaucoup plus sur le transfert de compétences et sur la formation d'enseignants-chercheurs en génie électrique, mais avec aussi un soutien à la structuration de l'écosystème local. Donc, ça peut également vous intéresser. Je ne sais pas niveau timing. Oui, j'allais juste dire qu'il faut absolument qu'on passe au groupe de discussion. Mais merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Et j'invite vraiment les participants à aller voir les 2 vidéos qui ont été partagées. Et je vais encore renvoyer le lien si nécessaire. Donc là, on va passer à la partie un peu plus interactive de cet atelier, donc notamment sur le travail de groupe de discussion. Donc je vous explique rapidement comment ça va se passer. En fait, je vais créer 3 groupes de discussion. Je vous laisse vous-même choisir le groupe que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez faire partie. Vous avez vraiment juste à cliquer sur « Rejoindre ». Et si vous n'arrivez pas à voir le groupe, en fait, c'est qu'il faut cliquer en bas de votre écran sur le symbole qui a 4 carrés, où il y a marqué soit divisé en groupes, soit breakout rooms.
Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez choisir le groupe que vous souhaitez. Les 2 premiers groupes sont francophones. Donc, le premier groupe qui va s'appeler groupe 1 francophone, c'est le groupe qui sera animé par Grégoire Gailly, qui est sur le renforcement des capacités des acteurs locaux. Le deuxième groupe francophone sera animé par Anne et portera sur le rôle des collectivités dans l'élaboration des projets énergie. Et le troisième groupe sera le seul groupe anglophone, donc l'ensemble des anglophones dans la réunion rejoindront ce groupe, sera animé par Antoine et sera sur le même sujet que le groupe 1, donc sur le renforcement des capacités. Donc je crée les groupes et si je vois que vous n'arrivez pas à rentrer dans les groupes, je vais me permettre de vous rajouter directement. On se retrouve dans 30-40 minutes pour la restitution. J'enlève. Alors, normalement, vous voyez les groupes, vous pouvez les choisir. Bonjour. Je vois qu'on est une douzaine pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, ceux qui peuvent mettre la vidéo. On ne va pas forcément faire un tour de table à l'oral parce qu'on n'a que 30 minutes finalement, hein, vu le temps qu'a pris l'introduction. Je vais peut-être quand même, malgré tout, me représenter pour ceux qui, comme je me suis présenté un peu tôt, et que certains sont arrivés un peu après, je vais me représenter. Et puis, je vais aussi passer la parole à Madeleine de la Fondem qui va jouer le rôle de rapporteur dans le groupe. Donc, j'espère qu'elle est bien là. Elle n'est pas encore arrivée. Si, tu es là. Voilà. C'est bon. Donc, juste, je me représente et Madeleine, je te passe la parole. Comme ça, tu pourras aussi te présenter avant qu'on rentre dans l'exercice. On est parti sur un atelier qui se veut moins présentation, partage d'expérience que les précédents ateliers de Climate Change. C'est un peu plus d'interactivité, avec par contre un timing très très serré. Donc, je vais très vite vous permettre d'accéder à un Jamboard sur lequel il y a 3 questions qui sont posées et sur lequel chacun peut mettre des post-it. Et je vais aussi vous proposer, ceux qui le souhaitent, d'écrire et de vous présenter dans le chat. Vous pouvez mettre votre nom, votre structure dans le chat, comme ça que les gens sachent un peu qui est là et de quelle structure il vient et du pays peut-être. Et pour ceux qui ont des pitchs qui ont été sélectionnés dans le Pitch Corner, vous pouvez aussi dans le chat écrire le pitch de votre expérience et qui pourra encourager les uns et les autres à aller le découvrir. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé et je laisse la parole. Donc non, je ne me suis pas présenté du coup. Donc je travaille au GRS, une ONG française qui travaille sur la transition énergétique. Je suis en Afrique de l'Ouest et basé au Mali depuis maintenant 8 ans et je travaille sur un programme de changement d'échelle pour essayer de diffuser des zones d'activité électrifiées qui visent à fournir de l'électricité en zone rurale aux entreprises et qui sont des infrastructures qui ont vocation à être publiques et portées par la collectivité, mais gérées par un opérateur privé. Donc voilà en 2 mots. Et du coup, Madeleine, je te laisse te présenter et dire quelques mots peut-être sur ta structure. Merci Grégoire. Oui, donc je suis Madeleine Fauché, je suis responsable développement à la Fondem, Fondation Énergie pour le Monde. On est un acteur de l'électrification rurale depuis une trentaine d'années. On est très proche des sujets de la feuille de route de la coalition. Évidemment, l'action de la Fondem a beaucoup évolué en 30 ans et maintenant on tend vers une approche qui est très territorialisée et avec des projets qui s'inscrivent dans la durée et qui vont fonctionner un peu par incrémentation
prestations les uns par rapport aux autres. Donc, beaucoup sur cette idée de retour d'expérience et donc de construction les uns par rapport aux autres. Donc, on a un bon exemple de ça avec le projet EGAL qui est sélectionné pour le Pitch Corner, c'est le pitch numéro 18. Donc, c'est un projet qui vient à la suite de 2 anciens projets qu'on avait fait donc, au Sénégal, en Casamance, sur l'accès à l'eau, qui est aidé avec l'électrification rurale. Voilà, avec chacun des projets qui rajoutait une petite innovation pour aller plus loin dans le développement. Et donc, il se termine avec le projet EGAL, qui est un projet donc, de pompe solaire associé à un système d'irrigation et associé également à tout un travail de renforcement de capacité avec les femmes des périmètres maraîchers sur lesquels on intervient, sur l'aspect commercialisation des produits qui sortent de ces périmètres maraîchers. Donc, on a cet aspect, en tout cas, vraiment implication des acteurs dedans. Et voilà, sur l'ensemble de nos projets, on est sur ces logiques-là de gestion collaborative, de l'implication de structures locales également, et le rôle des femmes toujours en fil rouge dans nos projets. Voilà, un peu rapidement. Donc, on est genré aujourd'hui et on est équilibré au niveau genre, donc tout va bien. Comme je vous le disais, il est au Mali 14h40, en Europe peut-être 16h40 pour la plupart d'entre vous. On est censé finir cet atelier dans 1 heure, dans 3 quarts d'heure. Donc, je crois qu'on va prendre 30 minutes pour répondre à 3 questions. Et le but, c'est d'essayer de voir si les expériences que vous avez au niveau local se rejoignent, s'il y a des points de divergence ou des points de convergence surtout, et si du coup on peut essayer de faire ressortir des messages forts qui demain, après l'atelier d'aujourd'hui, nous permettront de travailler sur la coalition et peut-être de mener des actions ensemble et de recontacter les uns et les autres pour faire des choses ensemble. Il y a beaucoup d'espace de partage sur l'énergie en Afrique et sur l'électrification rurale, mais on va essayer de mettre à profit celui-là. Les 3 questions qui sont posées sont dans un Jamboard. Si vous allez dans le chat, il y a un lien, vous pouvez y aller tout de suite et commencer à cogiter et mettre des post-it. Les questions sont sur, pour vous, qui sont les acteurs locaux? Tout le monde ne pense pas forcément aux mêmes, donc on va essayer de voir s'il y a des groupes d'acteurs qui sortent au niveau de l'atelier. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous constatez comme difficulté pour ces acteurs locaux, notamment dans le cadre des projets d'accès à l'énergie, pas à tous azimuts, dans les projets à l'énergie, d'accès à l'énergie et d'électrification rurale. Et du coup, si vous avez des idées aussi de besoins en renforcement de capacité, on va essayer de voir s'il y a des groupes d'activités qui semblent ressortir de manière forte pour le présenter. Et donc, c'est Madeleine qui présentera la restitution de ce travail un peu à chaud. Dès la fin de l'atelier de groupe, on sera renvoyé vers la plénière automatiquement et c'est Madeleine qui sera en charge d'essayer de synthétiser ce qu'on aura dit. Donc, on commence par des post-it. Évidemment, on peut aussi parler à l'oral, mais on sait que ce n'est pas simple. On ne savait pas combien on serait, puisqu'on nous a annoncé 300 inscrits. Finalement, je vois qu'on est beaucoup moins présents, donc on est une quinzaine. Donc, on peut parler à l'oral, évidemment. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Mais si on voit qu'à un moment, ça devient trop chaotique, je couperai les micros comme un bon dictateur et juste pour réorganiser le débat. Mais évidemment, il n'est pas interdit de parler, mais on va essayer de gérer ça au mieux. Donc, sur le Jamboard, je ne sais pas si vous y arrivez. Je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont déjà dessus. Dans le fil de discussion, le premier lien qui a été mis, c'était pour y accéder. Et normalement, ça vous ouvre 8 pages. La première, c'est juste la synthèse des questions et vous pouvez commencer à remplir. Alors, j'ai mis 2 pages par question parce que je ne savais pas combien on serait. Vous pouvez remplir la page 1 ou la page 2 pour chaque question. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'essaye pendant ce temps-là je vais peut-être un peu déplacer les post-it au fur et à mesure pour qu'on puisse voir s'il y a des choses. Donc, commencez déjà à remplir. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de post-it, mais allez-y, cogitez, remplissez et on va ensuite essayer de voir ce que chacun a aussi envie de dire sur ces sujets-là et les sujets qu'il veut faire ressortir. Voilà. Donc, je propose que si quelqu'un veut aussi parler pendant que les gens font l'exercice, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rapidement, j'ai vu que pas mal de gens se sont présentés et dans le chat, comme j'avais proposé. Vous pouvez aussi prendre la parole, vous présenter. Mais on va se dire que il est 45, pendant les 10-15 minutes qui viennent, on essaye de remplir au maximum toutes les questions. On fait toutes les questions d'un coup et après, on essaye de voir comment on arrive à regrouper des points de convergence ou pas. Voilà pour la proposition d'activité interactive avec des acteurs qui viennent de différents endroits.
Donc, je vois dans le chat qu'il y a, il y a des collègues du GRS, mais il y a aussi des collègues de Dakar, des collègues du Congo, RD Congo, des collègues du GRS au Maroc, des collègues de France avec le syndicat des énergies renouvelables, Universel, donc, qui travaille aussi dans la sous-région, Guinée-Bissau et Sénégal, je pense. La Gazelle, qui travaille dans toute la sous-région aussi, avec des beaux produits. Donc, si certains veulent me couper la parole et s'imposer d'autorité pour se présenter, n'hésitez pas, je commence à regarder ce qui se remplit dans le Jamboard. Ok, je suis Dossé Sosuka du Togo. Je suis le directeur de l'ONG ADET qui a pour mission le développement social, économique et environnemental. Donc, dans le domaine environnemental, nous sommes dans les énergies renouvelables nous travaillons plus avec les Nations Unies dans le cadre du Compact Énergie Compact. Donc, notre mission, c'est l'électrification des milieux ruraux au Togo. Mais sans vous mentir, nous avons besoin de beaucoup de compétences. Et maintenant que je vous ai rencontré, je voudrais qu'on corresponde et que vraiment vous interveniez également au Togo. Parce que j'ai constaté que depuis là, quand vous évoquez les pays dans lesquels vous intervenez, vous n'appelez jamais le Togo. Pourquoi? Donc, le Togo aussi aura besoin. Donc, venez-y. Nous sommes hospitaliers. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, mes coordonnées sont là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, monsieur. J'ai bien pris vos coordonnées. Et pour tout vous dire, je viens bientôt au Togo, donc je ne manquerai pas de vous rencontrer. Et il y a beaucoup d'acteurs au Togo qui sont là, puisqu'il y a une vraie volonté politique qui est affichée. Et donc, ils ne sont peut-être pas tous autour de la table aujourd'hui, mais en effet, il y a des acteurs qui sont bien installés au Togo. Et si on peut faire des mises en relation, on le fera avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut profiter pour s'exprimer aussi? J'essaie de regrouper les post-it, mais alors je n'arrive pas à changer les couleurs. Je suis un peu nul du coup. Faire au mieux. Bonjour, monsieur. Ah, pardon, je n'avais pas vu la main levée. Excusez-moi. Allez-y, monsieur Ngongo. Merci. Moi, c'est René Ngongo. J'appelle de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, où s'organise en ce moment même un grand forum national sur les questions énergétiques. Donc, c'est des questions qui m'intéressent parce que mon organisation travaille sur les questions de forêt en général, mais aussi les questions énergétiques en lien avec le changement climatique. Donc, il y a encore beaucoup de sources d'énergie fossile qui sont utilisées et nous sommes en train de prôner les énergies renouvelables. Il y a un atlas qui a montré tout ce qui a comme potentialité énorme en République démocratique du Congo et nous essayons d'assurer la promotion de cet atlas et pousser les exploitants miniers, parce qu'ici ils sont nombreux, à aller plutôt vers les énergies renouvelables plutôt que le charbon qui est encore utilisé dans l'exploitation minière. Voilà. Et je suis content de faire partie de ces échanges. J'aimerais avoir surtout les différents programmes et aussi la documentation sur les différentes recommandations. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous rassure aussi que tout ce qu'on va essayer d'échanger dans ces ateliers, il y a quelqu'un aussi de Climate Change qui nous aide à prendre les notes. Je suis désolé, je ne sais plus qui c'est, mais quelqu'un s'en occupe.
et que, pour votre information aussi, il y a beaucoup d'archives sur le site de Climate Change, et puis qui du coup cite aussi les structures, et vous pouvez après aller voir aussi les différentes structures. Et évidemment, comme souvent, hein, chaque structure a souvent son site internet, avec parfois des films sur le site ou sur YouTube, des fiches parfois un peu de formation ou d'offres de services. Et puis sur le site de Climate Change, donc si vous allez sur la page dédiée à l'énergie, vous verrez la feuille de route. Et c'est bien, vous avez bien fait de penser. Moi, j'ai une petite biais, je m'occupe surtout d'électrification rurale ces derniers temps. Mais quand on parle d'accès à l'énergie en Afrique, il est évident que 80% de la consommation d'énergie, c'est beaucoup à base de bois. Et parfois, le bois est durable, mais parfois, il ne l'est pas. Et donc, travailler sur d'autres alternatives, mais aussi sur ces filières-là, c'est très important. Et donc, je disais en introduction que, par exemple, le GRS a beaucoup travaillé au Bénin avec des collectivités pour les aider sur leur planification climat-énergie. Et là aussi, il y a des outils disponibles en ligne sur notre site internet ou sur Climate Change. Mais c'est aussi le travail que fait la FONDEM de beaucoup accompagner des collectivités sur leur planification et sur la compréhension des enjeux de l'énergie. Je vois que les post-it se sont remplis. Je ne vois pas beaucoup d'activités. Donc, je pense qu'on va bientôt passer à la lecture des post-it, au regroupement. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui voulait profiter? On a encore un peu de temps là pour aussi se présenter à l'oral, en plus des présentations écrites. Alors, pardon, je ne vois pas toujours les mains levées. Si vous levez la main, parce que j'essaye de faire beaucoup de choses à la fois. J'entends un micro, non? Je vais bien me présenter si la place est libre. La place est libre. Oui, super. Donc, je m'appelle Guillaume Babin, je suis le directeur de l'association Universelle. Et j'étais assez intéressé de participer à cet atelier parce qu'on travaille sur l'énergie, mais d'une manière un peu particulière. On accompagne en fait des productrices de sel en Afrique de l'Ouest principalement, qui travaillent avec une méthode de production qu'on appelle inigène, qui fait justement appel à la combustion du bois. Et on propose aux productrices qui le souhaitent une technique alternative qui utilise l'énergie solaire et éolienne, mais sans transformation aucune, c'est-à-dire c'est de l'énergie pure. C'est que la saumure, au lieu qu'elles d'habitude font cuire dans des grands récipients plats, on leur propose de le mettre sur des bâches, sur des étendues, et ensuite de laisser le soleil et le vent travailler à leur place. Et donc, on est effectivement sur les thématiques énergétiques. On a mené des études qu'on mène habituellement sur des alternatives énergétiques. On a mené un bilan carbone, une analyse de cycle de vie comparative. On est avec des émissions de gaz à effet de serre inférieures de 99% avec la méthode solaire. Mais voilà, je voulais juste souligner aussi que quand on parle d'énergie, on parle pas forcément d'électricité. C'est deux choses qui sont distinctes. Et en même temps, on ne parle pas forcément de production énergétique. On peut utiliser l'énergie sans la transformer au travers d'une machine. On peut l'utiliser à l'état brut. Voilà. Merci pour cette contribution. Et en effet, il faut parler en même temps, quand on parle de transition énergétique et écologique, de la consommation, de la production d'énergie et des énergies renouvelables tant que c'est possible, mais aussi de l'utilisation de l'énergie, de l'efficacité énergétique et d'essayer aussi d'éviter de consommer parfois, quand on le peut, de l'énergie. Donc, il faut réussir à jongler avec tous ces aspects-là. Et les expériences d'Universel, en effet, sont très intéressantes puisqu'elles vont énormément contribuer à limiter la pression sur la ressource de bois, de mangrove, et à protéger l'environnement et en utilisant l'énergie solaire, mais sans passer par le photovoltaïque ou par des technologies complexes. Et on voit aussi qu'il y a des vrais intérêts à travailler, on en a parlé aussi dans des ateliers précédents, sur les constructions bioclimatiques pour essayer de réfléchir le bâti à partir, si possible, de matériaux locaux, mais aussi de matériaux bioclimatiques ou matériaux de conception bioclimatique dans leur globalité, pour penser à la sobriété énergétique aussi, même si on voit qu'il ne faut pas empêcher le développement économique et l'utilisation d'énergie. Parfois, il faut passer par là, mais si on peut trouver des alternatives technologiques intéressantes, c'est vrai que le contexte est favorable aujourd'hui. Alors, je propose qu'on commence, sauf si vous me coupez, dans ce cas-là, si vous voyez que je dérape, faites-le moi savoir, mais qu'on commence à regarder les diapos ensemble. J'ai vu que vous avez tous été très sages en mettant tous sur la première page d'abord, et que du coup, les pages 2 sont plutôt vides, donc c'est plus facile. Donc, la première diapo, c'était pour vous, qui sont les acteurs locaux. Donc,
Je vois qu'il y a quand même une série de remarques sur les autorités locales, les collectivités locales, les autorités un peu coutumières, qu'elles soient traditionnelles, coutumières ou élues dans des systèmes de décentralisation. C'est quand même un élément très important et c'est vrai qu'il y a un groupe en parallèle qui travaille beaucoup plus sur l'axe collectivité locale, mais évidemment, dans les acteurs locaux, il y a bien ces collectivités locales qui sont un acteur majeur et qui parfois a du mal à trouver sa place dans les projets d'énergie. Donc, on va en parler, je pense, dans les diapos suivantes. On voit aussi que, heureusement, on parle aussi des utilisateurs finaux et des ménages ou les petites structures locales, sociétés civiles ou entrepreneurs locaux. Donc, en gros, il y a un gros paquet d'utilisateurs locaux de l'énergie qui sont les citoyens, les citoyennes et qui sont organisés soit autour d'activités économiques et donc la société civile marchande et le secteur privé local et les ménages et les organisations aussi de la société civile non marchande. Alors parfois communautaires, on peut avoir différents types d'acteurs, mais des centres socio-communautaires aussi qui ont une vocation très sociale, même si souvent ils ont aussi des contraintes de gestion. Donc on voit que la question des entrepreneurs et des entreprises est importante. On ne voit voilà. Sur la production, on parle aussi un peu des fabricants de solutions et des producteurs. Alors oui, là aussi, il peut y avoir des acteurs locaux en termes de production. Alors soit ça peut être sur certaines solutions. Je ne sais pas si quelqu'un veut par exemple donner des exemples de producteurs locaux d'énergie, producteurs d'énergie et à qui ils pensent. Moi, en lisant le post-it, j'imaginais qu'il pouvait y avoir des petites structures de production autonomes. Parfois, il y a aussi des filiales de grandes structures plus nationales, voire même parfois internationales, qui arrivent sur les territoires ruraux. Est-ce que quelqu'un a une idée sur les producteurs locaux d'énergie? S'il n'y a pas d'idée, moi j'en ai une qui me vient maintenant. Allô? Oui. Il y a aussi que dans certaines localités, il y a des coopératives privées qui produisent des briquettes, qui produisent des solutions de ce genre, qui ont besoin d'être renforcées afin de pouvoir vraiment mettre à disposition ce type de briquettes. On peut penser à ce type de structure. En effet, donc coopérative locale, je mets un peu tout, mais il y a donc ça peut être des groupements d'artisans, des groupements qui fabriquent des combustibles, donc des briquettes. Ça peut être des coopératives agricoles aussi qui se structurent autour des métiers de l'agriculture, mais qui vont avoir besoin d'énergie. Des coopératives sur les fours améliorés, en effet. Il y a un opérateur que je ne vois pas, moi, un des acteurs que moi j'imaginais voir là et qu'on ne voit pas forcément, je ne sais pas s'il y en a dans vos zones, c'est les opérateurs d'électrification rurale. Alors au Mali, on a une entreprise nationale qui a la concession du réseau national interconnecté, mais on a aussi au Mali des acteurs privés qui gèrent des mini-centrales en zone rurale. J'ai peut-être raté des diapos, mais je n'ai pas vu ça dans les acteurs locaux. Pour moi, au Mali, en tout cas, dans les acteurs locaux, il y a aussi ces acteurs qui sont très importants et sur lesquels parfois, ce n'est pas toujours facile pour eux de trouver. Alors, Romane, je vous donne la parole. Oui, pour compléter sur ce que vous disiez, Grégoire, ce qu'on fait, nous, la Gazelle, c'est que dans un sens, on est aussi des acteurs locaux parce qu'on fabrique localement des solutions pour l'accès à l'énergie hors réseau avec des ateliers de production locaux. Aujourd'hui, on a un atelier qui tourne depuis 2016 au Burkina Faso, un deuxième qui est en train d'être inauguré là au Bénin. Et du coup, voilà, on fait partie de ces fournisseurs locaux sans fournir un accès à l'énergie via des centrales, mais en fournissant d'autres types de solutions qui peuvent aussi permettre de répondre aux besoins. Merci beaucoup. En effet, je n'avais pas forcément pensé à vous et pourtant je connais bien le sujet. On a beaucoup de kits solaires qui sont importés d'Asie, un peu plug and play, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas modifier et qui sont aujourd'hui produits par les industriels et qui soulagent un certain nombre de familles et de ménages. Mais on a aussi en effet des solutions à base d'énergie solaire qui sont parfois au moins assemblées localement. Parfois, tout n'est pas produit localement, mais il y a des solutions assemblées localement. Et le cas de la Gazelle, en effet, au Burkina, au Bénin, et qui diffuse ses produits dans la sous-région, est un exemple très intéressant d'acteur local, privé,
qui souvent et parfois, alors parfois la gazelle est quand même bien citée dans les médias au Burkina et a quand même souvent le soutien politique, mais parfois les acteurs locaux privés, ils sont moins soutenus que les acteurs internationaux. On a beaucoup d'États qui vont chercher des investissements directs étrangers et qui ont du mal à soutenir les petits acteurs économiques locaux dans les capitales ou dans les terrains ruraux. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur. On voit bien que parfois, il y a beaucoup plus d'avantages pour les internationaux que pour les acteurs économiques locaux. Donc, je pense que c'est aussi un élément que moi, je rapporte en termes de témoignages de ce qu'on peut constater au niveau local. Effectivement, j'ai parlé un tout petit peu de ça sur la question des difficultés, mais bon, ça viendra après. Et ce que je voulais simplement rajouter, c'est que du coup, on est un acteur local en termes de fabrication et de distribution de solutions, et on peut aussi être un acteur local du point de vue de la pérennisation des solutions solaires qui sont distribuées pour l'électrification rurale notamment. Puisque voilà, le fait d'avoir une présence locale pour la production, ça permet aussi d'avoir une présence locale pour le suivi des projets, la maintenance et la récupération aussi des produits en fin de vie, que ce soit les nôtres ou ceux d'autres fournisseurs d'ailleurs. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là à mettre en avant, je pense. Merci pour la transition. Du coup, je vais passer à la diapo, la diapo 4, hein, donc la question numéro 2, page 1. Et regardez un peu, n'hésitez pas à faire comme Roman à soulever la main. Je ne gère pas les levées de main, mais n'hésitez pas à prendre le micro de force. Je vous proposerai à la fin des diapos que j'avais préparés un peu en amont et qui permettront peut-être de voir si on est d'accord sur si c'est cohérent avec ce qu'on a dit ou pas. Alors, dans les difficultés qui sont citées, il y en a une que moi j'ai mis au milieu, en gros. Pour le coup, elle me tient à cœur. Je pense qu'il y a un énorme, et je l'ai dit en introduction, il y a une énorme difficulté d'articulation entre les acteurs spécialisés, non spécialisés, locaux, nationaux. Donc, je trouve que de mettre ça au milieu est quand même très intéressant. Je vois aussi la notion de la concurrence avec les fournisseurs étrangers dont on vient de parler. Il y a des questions d'implication des collectivités territoriales et des autorités qui, en effet, parfois n'ont pas forcément les capacités en interne pour faire les bons choix. C'est un sujet complexe. J'en parlais tout à l'heure par rapport à cette notion de diagnostic énergie, climat et de connaître son territoire. Quels sont les potentiels? Qu'est-ce qu'on pourrait développer? Comment travailler avec des acteurs nationaux, internationaux et locaux? Et donc, la notion un peu de développement local, de collaboration entre ces acteurs du territoire. Il y a un vrai besoin d'accompagnement des acteurs, de renforcement. Et en effet, je vois qu'en haut à droite, il y a aussi les outils, les connaissances pour développer les capacités de production. Et en bas à droite, les complexités techniques alors des projets. Il y a aussi des besoins de formation très techniques. Je pensais que ça allait ressortir un peu plus, je vous avoue. On constate que c'est beaucoup des commerçants qui vendent le matériel électrique en zone rurale, beaucoup importés d'Asie. Et il y a des très bons produits qui viennent d'Asie, mais il y a aussi des très mauvais produits qui viennent d'Asie. Et on voit que dans les marchés ruraux, on a beaucoup le secteur, la filière autour de l'énergie et de l'électricité en particulier, est une filière commerciale avec des commerçants qui n'ont pas forcément connaissance de leur matériel et ils fonctionnent plutôt en fonction de la poche du client et en fonction de ce que va dire le client. Ils vont proposer des produits qui correspondent au budget du client, mais sans forcément faire le lien avec un technicien qui va faire le lien entre la puissance de la batterie, la puissance du panneau, la puissance, les besoins de la famille. Est-ce que c'est pour la télé? Combien d'heures par jour? Est-ce que c'est pour des frigos? Quels sont les usages? Et donc, toute cette partie technique, elle est importante. Souvent, c'est ce qui ressort quand on parle de difficultés. Et là, je ne le vois pas, mais je pense qu'on va aussi en parler sur la partie renforcement de capacité. Mais je vois que déjà, d'avoir fait ressortir les difficultés de collaboration entre acteurs, ça me semble être un point assez central. Est-ce que quelqu'un veut rapporter un témoignage de terrain là-dessus, spécifique, des difficultés avec des acteurs de terrain de collaboration? Bon, je peux intervenir? Oui, monsieur Sosuga. Oui, et bon, cette difficulté provient de quoi? C'est qu'il n'y avait pas d'organisation ou bien de réforme au niveau local.
Par exemple, s'il y avait des réformes, le maire peut travailler facilement avec, ou bien on mettra en place un comité de développement local, composé, multi-acteurs bien sûr, composé par exemple du chef ou bien d'un des chefs traditionnels, bon, de représentants des comités de développement du milieu. En plus, par exemple, pourquoi pas des groupes religieux, et eux aussi peuvent être représentés, les jeunes. Et c'est ce comité-là qui va gérer tout. C'est ce comité de développement qui va gérer tout. Et par exemple, nous avons les ODD qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Et les ODD sont basés sur trois dimensions. La dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. Alors, le volet environnemental peut s'occuper des problèmes des énergies renouvelables localement. Et là, il y aura à signer des accords, des contrats avec les compagnies qui vont présenter des produits ou bien signer des contrats avec oui. Oui, je pense que l'esprit que vous proposez est très bien. Je pense qu'on n'a pas trop le temps. Là, il reste 10 minutes pour traiter la fin de l'atelier. J'ai eu un message de rappel. Donc, juste vous dire que ce que vous citez, c'est bien l'idée, c'est de mettre les acteurs autour de la table. Mais les vraies difficultés qu'on rencontre, c'est qu'après, il est prévu des textes au niveau réglementaire national, avec les agences nationales souvent, et au niveau local, souvent, les acteurs n'ont pas toutes ces informations. Et donc, pour accéder à cette information, il y a besoin probablement de renforcement de capacité sur les rôles de chacun pour aboutir à ce type de dynamique que vous précisez. Aujourd'hui, on constate que les initiatives locales ont du mal à s'insérer dans les planifications nationales et dans les méthodologies nationales et à connaître les règles qui sont prévues dans chaque pays. Comme chaque pays est différent, on ne peut pas faire une généralité absolue, mais en effet, entre les collectivités et les agences nationales, souvent, les agences nationales de l'énergie, souvent sont en sous-effectif et n'ont pas la capacité d'aller expliquer leur travail dans les zones rurales. Donc, je pense que c'est un élément qui est important. Et ce que vous disiez, c'est une partie de la solution. Et du coup, ça me fait la transition pour aller sur la diapo sur les besoins en renforcement de capacité, si vous êtes d'accord, pour voir un peu ce qui est ressorti sur cette diapo. D'accord, on y va. Donc, sur les besoins en renforcement de capacité, évidemment, ils rejoignent un peu les difficultés. C'était un peu l'idée de l'exercice. Donc, on voit que quelqu'un a mis renforcement de compétences transversales. Ça ne donne pas beaucoup de détails, mais du coup, on a autour tout un tas d'idées. Il y a en effet des questions de gouvernance, on vient d'en parler. Gouvernance locale, qu'est-ce qui est du rôle du public, du secteur public, qu'est-ce qui est du rôle de la collectivité, qu'est-ce qui est du rôle du privé, et comment privé et public peuvent travailler ensemble. On voit que la gouvernance d'une infrastructure collective, c'est déjà pas simple. Il y a aussi des besoins dans les ménages, donc comment une collectivité, comment elle se positionne par rapport aux besoins des ménages de son territoire. On voit qu'il y a des notions de formation donc technique, on en parlait tout de suite en haut à droite. On n'avait pas vu la difficulté trop dans la page difficulté, mais elle est bien là dans la diapo en haut à droite. On voit qu'on parle aussi de formation à la notion d'entrepreneuriat. Je pense que ça, c'est très important. On voit bien que toutes les solutions ne seront pas apportées par l'État central ou l'État local. L'État central, l'État local, ils ont des rôles à jouer de fixer des règles, de permettre aux acteurs d'exister et donc probablement favoriser un écosystème qui permettra à des petites entreprises locales de gagner leur autonomie grâce à l'énergie. Il y a forcément des besoins d'accompagnement pour ces acteurs et pour justement collaborer avec les services publics locaux ou les collectivités locales. Mais on voit que l'écosystème des affaires aujourd'hui n'est pas toujours facile pour ces acteurs ruraux et qu'il y a besoin d'accompagnement sur les capacités de gestion parce qu'on est beaucoup dans l'informel, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs économiques ruraux qui font une comptabilité. Alors, il y en a plein qui se débrouillent, qui vivent, qui font leur activité, mais ils n'ont pas forcément les outils de gestion qui permettent de développer leur entreprise et d'aller vers les banques ou la microfinance.
Et donc, accompagner tous ces acteurs, c'est forcément un besoin important. Donc, on voit que ça rejoint, voilà, il y avait 2 diapos sur les entrepreneurs locaux. Et pour accéder, investir dans du matériel de transformation agroalimentaire ou même pour accéder à du matériel de cuisson amélioré, souvent, ça nécessite un investissement. Et donc, il faut parfois accompagner les acteurs locaux à acquérir des capacités pour aller chercher cet argent sans que ça tombe sous forme de subvention, ou surtout, même s'il y a de la subvention parfois, que ce ne soit pas sur une période de 3 ans de projet, mais bien que ce soit des solutions de renforcement qui soient durables et qui, en dehors des projets, se pérennisent. Et on voit que par rapport à ça aussi, il y a la notion d'ingénierie financière. Je pense que c'est très important dans le secteur de l'énergie. Alors, je parle beaucoup, vous m'excusez, n'hésitez pas à me couper la parole, mais dans le secteur de l'énergie, un des enjeux, c'est de savoir où on met l'argent. Il y a de l'argent, il existe. Il y a de l'argent au niveau international sur les projets d'énergie renouvelable pour le climat, etc. Après, c'est parfois difficile de monter les dossiers et d'acquérir et d'atteindre cet argent. Mais par contre, ce que vont vouloir les gens qui ont cet argent, ce qu'ils vont vouloir, c'est qu'on les rassure que cet argent est bien géré et pas seulement des problèmes de bonne gouvernance et de bonne gestion, mais que quelque part, ils appuient au bon endroit pour que ça fasse levier et que les actions portées se pérennisent. Et donc, ils vont dire, on veut bien soutenir une infrastructure au démarrage, mais il faut nous prouver qu'elle va être rentable à long terme. Et donc là, il y a tout un travail d'ingénierie financière pour voir comment accéder à cet argent public et privé, parce que pour le coup, il y a vraiment des financements publics et privés qui sont accessibles ou potentiellement accessibles, mais encore faut-il qu'il y ait un projet local qui soit bien inséré dans la politique nationale et qui réponde à tout ce cahier des charges que les gens qui ont la chance d'avoir cet argent fixent pour pouvoir y accéder. Et alors, il y a une diapo sur… Voilà, peut-être juste pour compléter ça, il y a ce travail de renforcement sur les indicateurs, c'est exactement ce que tu disais, d'impact et de pérennisation, d'implication. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ou pour rassurer et en tout cas pour avoir cette vraie notion d'impact-là, qu'on se mette d'accord sur les indicateurs qui marchent et qui disent quelque chose de la réalité et non pas simplement des chiffres, quoi. Merci, je rajoute ce point-là un peu dans le transversal et pas loin de l'ingénierie financière. Et comme c'est toi qui vas avoir la lourde responsabilité de présenter la synthèse à tout le monde, tu me diras si tu veux utiliser les diapos que j'avais préparés avant, c'est pas forcément, ça colle pas, donc je te laisse peut-être gérer. Oui. On va bientôt, ils m'ont mis un message comme quoi il restait 5 minutes, mais je crois que ça fait 2 minutes, donc on risque d'être coupé un peu brutalement quand ils vont nous faire revenir directement dans le collectif. Moi, je crois que ce qu'on voulait rechercher avec cet atelier, c'était de montrer que les acteurs locaux, ce n'est pas que la société civile et les groupements de jeunes ou de femmes, ce n'est pas que les collectivités, il y a une diversité d'acteurs locaux et ils doivent travailler ensemble. Donc, comment faire travailler ensemble une collectivité locale, acteurs locaux, ceux qui sont plutôt sociaux et ceux qui sont plutôt marchands, même si les acteurs sociaux ont aussi souvent besoin d'avoir une viabilité économique. On voit bien qu'il y a des acteurs qui ont une fibre plus ou moins sociale ou économique. Et tout ça doit s'insérer aussi avec les acteurs publics déconcentrés qui, eux, ont le rôle normalement d'accompagner les acteurs et surtout de veiller à ce que la politique nationale soit respectée. Donc, je pense que ça, Madeleine, tu verras comment le dire, peut-être mieux que moi, mais l'idée, c'était de faire ressortir cette notion de diversité d'acteurs locaux. Et sur la difficulté, je crois, j'ai assez insisté là-dessus, mais en mettant au milieu là, le post-it de quelqu'un qui a parlé de l'articulation entre les mandats des différents. Je crois que quand nous, on a préparé l'atelier avec les autres acteurs, ceux qui ont fait les pitchs, on était nombreux à dire on a des initiatives locales, on a des projets locaux, pilotes, on fait des essais en tant qu'ONG ou que privé, mais on veut que ça change d'échelle. Et on voit bien que derrière, là, il y a des freins. Dès qu'on veut changer d'échelle, quelque part, on a du mal à se coordonner avec l'État central. Il y a l'entreprise nationale souvent qui gère le réseau interconnecté. Il y a des agences publiques qui doivent accompagner parfois l'électrification rurale, parfois la cuisson, parfois les ENR, parfois le solaire spécifiquement. On a des agences qui ont été créées spécifiquement sur une technologie, le biogaz ou le solaire. Et du coup, ça fait parfois de la confusion. Ces acteurs, ils sont souvent en capital. Ils ont souvent peu de moyens pour aller sur le terrain. Et donc, les acteurs sur le terrain se retrouvent un peu perdus. Et par contre, voilà, il y a des difficultés de cet ordre-là, gouvernance locale, interaction locale-nationale.
mais aussi des difficultés pour connaître le potentiel de son territoire, pour connaître ce qu'on pourrait faire sur son territoire, quelles sont les solutions techniques qu'on pourrait développer, et donc parfois aussi des difficultés pour monter des projets complexes. Je voyais complexité technique des projets, mais il y a une complexité même à monter les projets au niveau technique, au niveau gouvernance, au niveau financier. Et donc, c'est ce qu'on retrouve un peu dans la diapo sur les besoins en renforcement. Là aussi, c'est souvent plus facile de trouver l'argent pour l'investissement en hard, le matériel. On a parfois des bailleurs qui vite veulent offrir des kits cadeaux. Attention, 1 minute. On voit bien que les kits cadeaux ou les centrales cadeaux, si c'est pour qu'elles soient en panne 3 ans ou 2 ans ou même 6 mois après l'installation, ce n'est pas une solution. Donc, il faut vraiment se battre pour avoir des moyens pour le soft, l'ingénierie sociale, l'accompagnement des acteurs voilà, vraiment cette dynamique de territoire. Donc, j'espère que vous aurez apprécié l'animation un peu dictatoriale et je pense qu'on va se retrouver très vite dans la synthèse et merci d'avance à Madeleine de voir comment elle arrive à transmettre ça à l'ensemble du groupe. Et n'hésitez pas, après l'atelier, à recontacter le secrétariat de Climate Change pour redemander nos contacts, pour rebondir sur ce que vous avez pu entendre. Et on va essayer de faire vivre la coalition énergie dans l'année. Donc, il y aura peut-être des appels à mobilisation de temps en temps. On s'est dit aussi que dans 1 an, au Sénégal, on serait en présentiel, si tout va bien, certains. Tout le monde ne sera pas là, mais nos institutions. Et qu'on pouvait essayer d'ici 1 an de voir comment porter ces messages, peut-être aux autorités sénégalaises, pour faire une première action collective qui pourrait être médiatisée dans 1 an à Dakar. Est-ce qu'il y a des micros ouverts? Madeleine, ton micro est ouvert. Est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on nous coupe la chic? Non, c'est bon. Merci encore pour toutes les contributions. Je pense qu'on arrive à voir un fil rouge qui se détache, donc c'est encourageant. Ok. Est-ce que quelqu'un avant… Alors, comme je vous le disais, on nous a dit attention, ça va couper. C'est une question de seconde. Ça y est, on a le message que ça va arrêter. Donc, on va se retrouver en plénière et en tout cas, merci d'avoir été nombreux à participer à ce groupe. Et je vais demander aussi au secrétariat s'ils peuvent récupérer tous les contacts qu'il y avait dans le chat pour les mettre au propre et les mettre dans le compte-rendu de la rencontre, de façon à ce que sur le site de Climate Change, quand ils vont publier le compte-rendu, qu'il y ait peut-être aussi les contacts d'un certain nombre de participants qui le souhaitent et qu'on puisse rebondir et peut-être retrouver des contacts par la suite. Donc, on nous propose gentiment de quitter la séance d'ici 42 secondes. Donc, si ça vous va, j'y vais moi aussi. Merci, je pense qu'il y a à peu près tout le monde. Oui, j'espère que ça s'est bien passé. Est-ce que pour la restitution, de coup, vous avez réussi à nommer quelqu'un ou j'espère que chacun des groupes a une personne. Chez nous, c'est Madeleine qui va rendre compte, qui a la lourde charge de synthétiser tout ce qu'on s'est dit. Si ce n'est pas trop demandé, Madeleine, est-ce que vous pourrez commencer du coup pour la restitution en juste 2-3 minutes? D'accord. Merci, Madeleine. Je vous donne la parole. Tout de suite, très bien. Je pensais que… Oui, pardon. Excusez-moi, je pensais qu'on attendait 2-3 minutes, désolée. Non, je crois qu'à peu près tout le monde est là, donc on peut y aller. Très bien, très bien. Donc, notre groupe a travaillé sur la question du renforcement des capacités des acteurs locaux. Donc, ce qu'on a comme constat, c'est que quand on parle d'acteurs locaux, on parle bien d'une diversité très, très large d'acteurs, autant donc les administrations locales que les acteurs publics déconcentrés, mais aussi les acteurs publics nationaux. Il ne faut pas oublier donc, tout ce qui va être la société un peu privée, donc les consommateurs, autant les ménages que des bâtiments communautaires, les entreprises aussi qui sont implantées localement
et les micro-entrepreneurs, enfin, tout le vivier économique. La société civile, on l'a dit, les OSC, les groupements de femmes, etc., les jeunes, et également tout le micro-organisme de nouveau du secteur privé qui vont intervenir dans la production et l'exploitation de l'électricité, donc les gérants de services électriques, les gestionnaires de bâtiments, des gestionnaires de mini-centrales et comment est-ce qu'ils interagissent avec les gestionnaires de réseaux nationaux, mais également les fournisseurs de matériel, alors tant des fournisseurs locaux que des fournisseurs internationaux. Donc voilà, quand on parle d'acteurs locaux dans le secteur de l'électrification rurale, on parle bien de cette très très grande diversité d'acteurs différents. Donc c'était bien d'avoir en tête de quoi on parle. Et donc on voit tout de suite que le principal problème qui va se poser, ça va être de les articuler et de les faire travailler ensemble. Donc autant par exemple d'articuler les mandats de représentants de l'État, alors les mandats d'acteurs locaux, d'élus locaux et acteurs communautaires et les mandats des agences nationales. On a relevé des difficultés à impliquer les collectivités territoriales dans ces questions d'énergie qui sont très vastes par manque parfois de compétences techniques, de ressources humaines et donc des difficultés pour les communes aussi de savoir vers qui se tourner lorsque les compétences leur manquent. De nouveau, hein, ces difficultés, elles naissent du fait que la complexité technique, elle est très grande au niveau des projets d'électrification rurale. Les difficultés aussi pour le secteur privé, c'est bien de pouvoir développer des capacités de production, par exemple énergétique au niveau local. On observe dans ce petit vivier de secteur privé la concurrence des fournisseurs étrangers, par exemple avec des productions locales, que ce soit pour la fourniture de matériel ou pour les exploitations de mini-centrales ou d'installations. Et on voit aussi des difficultés d'accès à la formation d'autres acteurs économiques, voilà, pour monter des micro-entreprises, etc. Une fois qu'on a dit ça, la question serait quels sont les besoins du coup de renforcement des capacités face à toutes ces difficultés. De nouveau, là, en scindant un petit peu en grandes catégories d'acteurs, pour les collectivités, on voit qu'il y a un besoin de renforcement des compétences techniques, parce que de nouveau, c'est un sujet qui est très technique, l'énergie. Il y a aussi un grand besoin de partage de retours d'expérience pour justement, plutôt en gestion de projet, en ingénierie de projet. En ce qui concerne les producteurs, le secteur privé, on a un vrai besoin de formation professionnelle de techniciens électriques pour éviter que finalement le sujet de l'électrification rurale soit traité comme plutôt une question commerciale et que derrière, il n'y ait pas ce lien entre un système qu'on vend qui est quand même très technique et qui doit être adapté à des besoins et donc les personnes qui l'achètent. Donc un besoin en renforcement des capacités techniques des privés qui vont vendre tous ces matériels. Et au niveau des consommateurs également, on peut faire remonter des besoins en renforcement de capacité, déjà pour connaître tous les mécanismes financiers qui vont permettre, par exemple, d'acquérir ces systèmes un peu climate smart, donc des panneaux et autres. Parce qu'on sait qu'il y a de l'argent, il y a des moyens qui sont mis à disposition, mais naviguer ces solutions de financement, ça peut être compliqué pour des consommateurs privés. Donc, on a ce besoin d'accompagnement pour pouvoir toucher ces aides et ces choses qui sont mises à disposition. De nouveau, un accès à la formation pour des micro-entrepreneurs, parce qu'on sait que l'État n'a pas le seul rôle dans le développement. Il faut bien soutenir ce vivier économique. Et également donc un renforcement des indicateurs d'impact et des indicateurs qui montrent que toutes ces solutions, ces micro-projets qui sont réalisés un peu partout, que ce soit par des ONG ou par des acteurs privés qui vont commencer à diffuser des innovations ou des systèmes qui fonctionnent bien, pouvoir développer des vrais indicateurs d'impact et des vrais indicateurs de pérennisation pour aider à ce changement d'échelle qui reste vraiment l'objectif à atteindre. Donc voilà, peut-être en résumé en 3 phrases, les acteurs locaux, c'est bien une très très grande diversité d'acteurs qui a un besoin de renforcement de capacité pour les aider à s'articuler les uns avec les autres et profiter du retour d'expérience et des compétences de chacun. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Oui, non, un grand merci. Je vois que vous avez bien travaillé, du coup. C'était hyper intéressant et
Je pense que tous ces points-là, ça me fait penser, en fait, c'est des choses qui peuvent nourrir aussi la feuille de route qui existe déjà pour notre coalition énergie. Donc, merci à tout le monde de ce premier groupe d'avoir participé et contribué parce que ce sont des expériences et des retours d'expérience qui peuvent vraiment nourrir assez concrètement à la feuille de route. Donc, merci beaucoup. Et je passe maintenant au groupe numéro 2 qui a été modéré par Anne. Je ne sais pas si vous avez réussi à trouver quelqu'un pour restituer ou... Alors, je crois que malheureusement, dans notre groupe, les personnes n'ont pas osé se lancer dans la restitution. Donc, je vais le faire, mais je serai tout à fait preneuse de commentaires si les gens souhaitent rajouter des choses que je pourrais avoir oubliées en essayant d'être quand même synthétique. Donc, on rejoint tout à fait le premier groupe sur le fait que les acteurs sont extrêmement divers, de taille, de compétences et avec évidemment des objectifs très différents. C'est un peu ça qui fait la difficulté de cette collaboration. Donc, nous avons identifié d'un côté, évidemment, le secteur entrepreneurial, le secteur privé, mais avec des formes entrepreneuriales très diverses qui peuvent aller de l'artisan à l'entreprise ou à la coopérative, par exemple, ou le GIE. Il y a également tout un tas de plateformes et de réseaux entrepreneuriaux qui existent. Ensuite, il y a les communautés, les populations locales qui quelquefois peuvent être regroupées mais de manière informelle, les organisations, associations qui, elles, sont formalisées, et puis les médias également qui peuvent jouer un rôle très important à l'échelle locale. Et enfin, les institutions académiques, les écoles ou lycées ou les organismes de formation professionnelle ou les universités qui peuvent jouer un rôle important dans la transition énergétique et bien sûr tous les acteurs de l'État, les services de coopération décentralisés ou encore les mairies, les régions. Et donc là, la remarque aussi que ce qu'on appelle les collectivités locales ou territoriales peuvent être de taille très, très différentes et avec des compétences différentes. Et donc, c'est difficile quelquefois de les mettre dans le même groupe parce que finalement, elles vont avoir des besoins différents et font face à des enjeux différents. Donc, ces enjeux, eh bien, ils sont d'une part de la reconnaissance des actions des acteurs locaux et de la compréhension par les collectivités territoriales des projets qui sont menés, même quelquefois simplement la connaissance. Il se peut que les collectivités territoriales n'aient pas connaissance d'actions qui sont menées soit par des acteurs associatifs, soit des acteurs entrepreneuriaux. Ensuite, il peut y avoir un manque de ressources, soit financières, soit de ressources humaines, quelquefois aussi un manque de formation et de compétences pour comprendre les enjeux ou comprendre les solutions à apporter. Des décideurs qui peuvent être déconnectés de la mise en œuvre opérationnelle, ce qui peut ralentir certaines démarches. Et enfin, les questions d'appropriation des technologies qui sont parfois proposées ou mises en œuvre, et la question de la gouvernance des projets, avec un manque de participation quelquefois ou une approche qui n'est peut-être pas suffisamment participative. Au niveau donc des besoins et des solutions qu'on a pu identifier ensemble, déjà le transfert des compétences de l'échelle nationale à l'échelle territoriale, que ce soit la décision ou les compétences aussi financières et les ressources financières, la question de la politique, avoir une politique plus claire, plus focalisée sur la transition énergétique, et également le développement de partenariats, le développement de contrats-programmes qui vont permettre à ces collectivités territoriales de vraiment agir. Ensuite, évidemment, les besoins de formation, information, sensibilisation, les questions quand on parle sensibilisation, il s'agit vraiment aussi de consulter les populations et les acteurs visés ou bénéficiaires ou impliqués dans la transition énergétique.
et s'assurer qu'il y a une vraie compréhension. On a notamment identifié les problèmes parfois de langues différentes, de dialectes locaux qui empêchent certaines populations de faire comprendre leurs priorités. Les lignes budgétaires, voilà, ça rejoint ce dont nous avons parlé sur le transfert des ressources. Voilà, la mise en réseau, c'est encore un autre besoin qui a été identifié. On a parlé de pôles multi-acteurs. Cette mise en réseau, elle est importante pour la collaboration. C'est elle qui peut aussi permettre de lever certains blocages au niveau financier. Et quand des pôles multi-acteurs arrivent vraiment à se constituer, ils sont capables d'aller chercher des ressources ensemble, des fonds climatiques notamment internationaux. Donc ça peut permettre de surmonter certaines difficultés. Enfin, la question de l'intégration des enjeux d'égalité hommes-femmes. Donc on a parlé là de l'importance de l'éducation, de l'accès à la formation technique pour les femmes. Ce sont souvent des enjeux qu'on oublie. Également l'effort de recrutement des femmes à des postes techniques, la question de la participation des femmes dans les décisions politiques. Donc parfois pour favoriser cette intégration des femmes, il faut vraiment promouvoir la participation politique active. La mobilisation des médias autour du changement de mentalité pour finalement avoir une meilleure acceptation de la présence et du renforcement de la présence des femmes dans la transition énergétique et dans les filières énergétiques. Et enfin, toute la question encore des financements, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes financiers dédiés qui permettent à des entreprises de femmes ou des groupements féminines d'accéder à des moyens financiers pour des investissements, par exemple, parce qu'il y a souvent des barrières. Donc, par exemple, les banques locales peuvent être vraiment incitées davantage à investir dans la transition énergétique en soutenant des entreprises féminines. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je laisse la parole éventuellement à d'autres personnes dans notre groupe si j'ai oublié des enjeux importants. Si on a encore le temps, ça c'est Eva qui va nous dire. Oui, je crois qu'on va peut-être dépasser de 5 minutes si ça ne dérange pas trop nos interprètes. Oui, si jamais il y a quelqu'un d'autre du groupe de discussion qui souhaiterait juste rajouter un mot, n'hésitez pas, c'est le moment. Et sinon, on passe... s'il y a quelqu'un... je dirais juste... Ouais, je dirais juste à Anne, bravo pour cette belle restitution. Et désolé, on t'a pas trop soutenu pour prendre l'initiative de restituer tout ce qu'on s'est dit, mais tu l'as très bien fait. Donc voilà, j'ajouterais juste que il y a aussi, voilà, donc pour les questions, toutes les questions liées aux enjeux d'égalité de genre, voilà, donc mieux aussi accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat parce que en Afrique, bon, je prends l'exemple du Sénégal, donc ce sont les femmes qui ont vraiment la fibre entrepreneuriale, hein, donc c'est elles qui, vous pouvez aller dans n'importe quel village, donc vous allez trouver une femme qui a son petit commerce et tout, donc je pense que voilà, mieux les accompagner à mieux se structurer parce que des fois elles ont plein d'idées, mais des fois ça peut partir dans tous les sens, donc mieux les accompagner à structurer tout ça pour pouvoir accéder à des financements qui existent hein, aujourd'hui. Si ce n'est pas les banques, ça peut être les organismes de développement, donc ça peut être des ONG, etc. À mieux les aider à accéder à ces financements-là et à mieux structurer leurs projets aussi également. Voilà. Merci, Djadji. Oui, merci. Ok, on va maintenant passer à la restitution du troisième groupe. Je sais qu'il n'y avait pas grand monde dans ce groupe d'anglophones, mais peut-être Antoine ou ton collègue pourrait nous faire part de ce qui a été dit du coup dans ce groupe en français. Du coup, je pense que tu peux dire.
Je vais laisser Eric faire la restitution en anglais. Ça marche. Merci. Eric, the floor is yours. Okay, thank you. Merci. I'm happy and humbled to be given this Je opportunity. suis ravie d'avoir cette occasion de partager ce que nous avons dit. Four questions which Nous avons abordé 4 questions. Comme il a été dit, nous n'étions que 2 dans notre groupe. C'était un groupe très modeste. Starting with the first, on a parlé donc d'un premier point. Qui sont les acteurs locaux? We shared detail in respect to this. On a partagé certains détails. On a donc catégorisé les acteurs en 3 catégories. Secteur privé, secteur public. Tous ceux qui travaillent au niveau local, les autorités locales également, les représentants du gouvernement, au niveau des municipalités ou du comté. From where I come from in Kenya. En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous au Kenya. Nous avons donc plusieurs acteurs qui soutiennent le travail qui se fait au niveau local. Ces 3 catégories d'acteurs sont là pour veiller à ce que les agriculteurs, les femmes, les hommes, les acteurs locaux soient donc soutenus dans leurs œuvres de développement. Comme on peut le voir, les communautés aussi constituent les catégories, les femmes, les jeunes, les hommes aussi, donc font partie de ces catégories. Cooperatives. Ça peut être aussi des coopératives, des agriculteurs. C'est de cet ordre-là. La deuxième question, nous avons parlé des difficultés que ces personnes rencontrent. On a trouvé 3 catégories. Le manque de capacité, d'aptitude. Ce sont donc les principales difficultés, avec également les contraintes financières. On peut avoir de bonnes idées, comment mettre en place certains projets, mais si vous n'avez pas les financements pour les accompagner, alors on ne peut pas les formaliser. Et cela peut être aussi mis en place avec d'autres, ou mis en comparaison avec d'autres problèmes. Emanates from maybe some skilled kind of information. Il y a peut-être un manque d'information. There are quite different levels of information gap when it comes. Il y a donc des manques, différents niveaux au niveau du manque d'information. At the national level, entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau local. L'information ne passe pas toujours dans les communautés locales. Ça ne va pas toujours, et dans les 2 sens, ça ne va pas toujours jusqu'au niveau national, inversement. Donc, il y a un manque de communication et des trous dans la communication qui peuvent faire ressortir certains de ces problèmes. This one also makes it hard even to. Bien sûr, tout cela ne facilite pas la formalisation des programmes the national level or from, au niveau national, même au niveau politique. On peut avoir de bonnes politiques, de bonnes choses, mais si ces politiques ne sont pas transmises aux comités locaux,
then they remain at de sorte à ce que les gens puissent les comprendre. plans. So S'il n'y a pas vraiment de plan pour mettre en œuvre ces projets, rearrange, then implementation of programs becomes a little donc bit. La mise en place des programmes peut devenir un réel défi en soi. Alors avec Antoine, nous sommes mis d'accord que si ces questions sont en jeu, c'est-à-dire les questions de capacité, de ressources, Policies which must be communicated well, de manque de communication, alors c'est-à-dire de transmettre les informations au niveau local, les choses auront du mal à décoller. Alors, quels sont les besoins? On a également parlé de cette troisième question en termes de... Need to wrap up, so if you could just really say the last needs in one sentence and then we'll have to conclude. I'm sorry. Je dois terminer, Eric, désolé, si vous pouvez juste dire une dernière phrase pour conclure. With the local leaders, alors, l'implication avec les responsables locaux these issues, sur ces questions. Making sure that there is partnerships and nous devons veiller aussi à ce qu'il y ait des partenariats établis et un réel engagement auprès des communautés locales. C'est ce que nous avons discuté. J'espère que nous pourrons continuer de discuter de ces choses ensemble. Très bien. Antoine, tu veux dire quelque chose? Merci à Eric. C'est incroyable ce que vous avez pu, en tout cas, discuter juste entre vous deux. Mettre fin un peu de façon abrupte parce qu'on a quand même dépassé de 13 minutes cet atelier. Mais je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre pour notre plénière de clôture qui va avoir lieu dans la prochaine heure qui suit, en fait. Donc, la plénière de clôture. Donc, je voudrais dire un grand merci encore à l'ensemble des organisations qui se sont mobilisées ces derniers mois pour organiser cet atelier, le GRS, WECF, mais aussi Valorem et Paul Médé qui ont été là également avec nous aujourd'hui. Donc, je voulais juste rappeler aussi qu'on avait vraiment eu la volonté d'organiser un événement qui permettrait de redynamiser d'une certaine manière cette coalition d'acteurs non étatiques. Et que je rappelle est vraiment composé de tout un ensemble d'acteurs non étatiques dont vous avez un peu traité pendant le groupe de discussion. Donc, que ce soit des ONG, des organisations de femmes, de jeunes, de collectivités locales, africaines, d'entreprises. C'est vraiment, notre ambition, c'est vraiment de vous rassembler lors de ces moments de rencontre pour pousser et réfléchir sur ces plus grands blocages ou priorités pour l'accès à l'énergie en Afrique. Donc, merci vraiment pour votre contribution et votre participation à cet atelier. Et je voulais juste dire aussi un mot sur justement cette importance, une fois de plus, ce moment d'échange, de réflexion et de partage de bonnes pratiques. Et il faut absolument que je termine pour la clôture. Mais je vous donne absolument rendez-vous pour l'année prochaine à Dakar, notre sommet Climate Chance. On veut absolument continuer à travailler avec vous cette année sur les potentiels projets apportés au nom de la coalition. Nous avons déjà repéré des pistes de plaidoyer, notamment apportées au nom de la coalition. Donc, on souhaite absolument faire appel à vous ces prochaines semaines pour repérer les acteurs motivés. Donc, un grand merci à vous tous. Merci aux interprètes qui sont restés un peu plus tard. Et rejoignez-nous là tout de suite pour la plénière de clôture du Sommet Climate Chance. Merci. Au revoir et merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.